La meilleure façon de commencer sa journée est de se réveiller avec un cœur reconnaissant. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja. Au sommet de ce matinal, l'ONG ADEF Bénin a célébré de manière différée la journée internationale de la femme avec les femmes de la 8e circonscription électorale autant pour moi. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar pour tenter d'apaiser les tensions dans l'est de la RDC, République démocratique du Congo. En Méditerranée, un nouveau drame de l'immigration clandestine fait au moins 18 morts au large de la Tunisie. Dans la Minute Sport de ce matin, Jouji et les Guépards affronteront le Zimbabwe ce jeudi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Emmanuel Adebayor, prêt à accompagner le Burkina Faso dans la structuration de sa filière de formation. En ski de boss, Perrine Lafont est sacrée championne du monde pour la 6e fois. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour d'une question centrale. Le sport à jeun fait-il mincir? L'artiste du jour sera avec Elvic Ngbeto et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Cornelia Laurence. Et pour boucler, Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour, Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le 16 mars, l'ONG ADEF Bénin a commémoré de façon différée la journée internationale de la femme en réunissant des femmes de la 8e circonscription électorale. Au-delà des échanges sur l'égalité et l'autonomisation, des kits de Ramadan ont été distribués avec le soutien du centre Al-Ouda de Parakou. L'honorable Maria Mambaba Moussa, intervenue en visioconférence, a insisté sur l'éducation comme clé de l'émancipation des femmes. Le marché régional de Guéma à Parakou prend forme. Lundi 17 mars, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité et en charge de la décentralisation Rachid Gbadamassi a visité le site pour constater l'avancement des travaux. Une visite marquée par l'optimisme qui rappelle l'importance des infrastructures pour le développement local. Suivez ce reportage avec Moudine Lawani et Sylvie Dédé. Même si vous êtes contre le lièvre, sachez qu'il sait courir. Toujours dans le cadre de sa mission de contrôle et d'information entamée depuis quelques jours, le ministre conseiller à la Défense, à la Sécurité et en charge de la décentralisation, Rachid Gbadamassi, a visité le lundi 17 mars 2025 le site du marché régional moderne de Guéma à Parakou, un lieu où les travaux avancent à grands pas. Sur place, le représentant du maître d'œuvre fait un point sur l'évolution des travaux. Actuellement, nous sommes en phase de finition. Tout est achevé. Donc nous sommes juste en train de nettoyer pour pouvoir livrer, donner la clé. Donc, nous sommes à un taux de 98%. Le marché est composé de la structure du marché. Nous avons 290 étagères à l'étage, 233 étagères au rez-de-chaussée, 64 boutiques périphériques au bâtiment et 10 boutiques restaurants. Nous avons aussi des blocs administratifs, des salles de stockage, des locaux techniques, et des toilettes et un local suppresseur. Présent sur le chantier, le maire de Parakou n'a pas manqué de partager sa gratitude. Nous sommes au niveau du site du marché international de Guéma. Pour beaucoup, c'était de l'utopie. Mais aujourd'hui, nous sommes venus accompagner des chefs de quartier. Parce que tout ce qui se raconte dans les quartiers, c'est que ça doit être un éléphant blanc. Chacun d'entre vous est entré et vous avez touché, vous avez pris des images et vous allez diffuser. Les gens verront que ce n'est pas des maquettes, mais que c'était du concret. Et il faut noter que ça, ce n'est que la première phase. Parakou bénéficie encore d'une seconde phase de construction d'un marché du genre
Et de l'autre côté, il y aura l'autogare qui va être aussi réalisé. Ça ne va pas tarder parce que nous avons déjà toute la documentation au bureau. Donc, nous allons profiter de cette occasion, de vos micros, de vos caméras, pour remercier le chef de l'État pour cette vision-là. Ça aurait été peut-être la commune que nous allons mettre peut-être 20 ans, 40 ans pour réaliser ce qui est fait. C'est ça, la vision du développement. Et aujourd'hui, aucune région du Bénin ne peut se sentir délaissée. Touché par la grandeur de l'infrastructure, le ministre conseiller lui-même a exprimé des mots de reconnaissance pour ce projet et sa symbolique. Ce que je viens de voir, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis 1960. Parakou n'a jamais bénéficié de telle infrastructure. La prospérité partagée n'est pas un vain mot, c'est devenu une réalité. Parce que tout le Bénin est un chantier. Alors, moi je pense, en tant que ministre conseiller, j'ai l'obligation politique de révéler aux populations de Parakou et au peuple béninois que le président Patrice Talon ne fait pas de la politique politicienne, mais il fait la politique du développement. Et vous venez de constater avec nous, les chefs quartiers, vous venez de constater avec nous, vous êtes témoins que Parakou est en chantier. Cette visite marquée par l'optimisme souligne l'importance des infrastructures pour le développement local. Le marché régional moderne de Guéma est attendu avec impatience, symbolisant un avenir prometteur pour le commerce et l'économie du département. Hors de nos frontières, pour la première fois depuis plus d'1 an, les présidents de la RDC et du Rwanda se sont entretenus mardi à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Kinshasa annonce un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, mais Kigali conteste cette version, évoquant un accord déjà acté en février. Malgré cette rencontre, les tensions restent vives alors que la situation sécuritaire demeure critique sur le terrain. Et pour finir, plus de 600 migrants ont été secourus par les gardes-côtes tunisiens dans la nuit du 16 au 17 mars, alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe depuis Sfax. Au moins 18 personnes ont perdu la vie lors de cette traversée périleuse. Ce drame relance les inquiétudes sur les conditions des migrants en Tunisie, où des milliers attendent encore de tenter le voyage. C'est tout pour nous de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvik Ngbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik. Bonjour. Bonjour, Médilane. Amis internautes des Antilles, bonjour. Les guépards ont effectué leur dernière séance d'entraînement à travers la reconnaissance de la pelouse de Moses Mabida Stadium de Durban le mercredi 19 mars 2025 en prélude au match contre le Zimbabwe, comptant pour la 5e journée des qualificatifs de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe C. Le match se jouera ce jeudi 20 mars 2025 à partir de 17h. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Tunisie s'impose face au Libéria sur un score de 1-0 et se rapproche déjà de la Coupe du Monde 2026. Le Cameroun, de son côté, est tenu en échec par l'Eswatini lors de la 5e journée des éliminatoires et le Madagascar prend provisoirement la première place en battant la Centrafrique 4-1 et le laisse à la 5e place dans le groupe D. Emmanuel Adebayor, légende du football africain, fort de son expérience et de son réseau au sein des clubs internationaux comme Arsenal, Metz, AS Monaco, Manchester City, Real de Madrid ou Tottenham, s'est dit prêt à accompagner le Burkina Faso dans la mise en place d'un centre de formation de haut niveau. Une telle initiative ouvrira de nouvelles perspectives pour la jeunesse sportive burkinabé en lui offrant les outils nécessaires pour exceller sur la scène nationale et internationale. En Ligue des Nations, le coup d'envoi du match entre la Croatie et la France, qui se déroulera au Stadion Paul Diouf en Split, sera donné ce jeudi 20 mars 2025 à 20h45. Les deux équipes se sont déjà rencontrées plus de 10 fois depuis 1998. Le dernier match entre les deux formations
a été remporté par la Croatie en 2022. Et pour boucler la Minute Sport, en ski de boss, la Française championne olympique de 2018 en Corée du Sud est devenue championne du monde ce mercredi à Saint-Moritz en Suisse, et ce pour la 6e fois de sa carrière. Dans la station des Grisons, la Pyrénéenne de 26 ans a devancé la Japonaise et la Canadienne. À un an des Jeux olympiques de Milan et Cortina, Périnon Lafont couronne ainsi la plus belle des façons sa saison de reprise après avoir coupé la compétition autant pour moi, 18 mois entre mars 2023 et novembre 2024. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ngbeto pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéou. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie, bonjour. Maudit Lawani, bonjour. Amis internautes de Zahel Télévision, bonjour. Faire du sport à jeun, c'est s'entraîner tôt le matin avant d'avoir pris son petit déjeuner. Cette pratique est souvent présentée comme une méthode efficace pour brûler plus de graisse. Mais qu'en est-il réellement? Lorsque l'on s'entraîne à jeun, le corps privé de glucose, après plusieurs heures sans manger, puise dans ses réserves de graisse pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la lipolyse. Des études montrent que cela peut permettre d'oxyder jusqu'à 20% de graisse en plus par rapport à un entraînement après un repas. Quels en sont les risques? Malgré cet avantage, s'entraîner à jeun peut avoir des effets négatifs. Perte musculaire. En l'absence de glucides, l'organisme peut puiser dans les protéines musculaires, ce qui peut entraîner une fonte musculaire. Baisse de performance. Le manque de glycogène peut provoquer une fatigue précoce et une diminution de l'endurance. Risque d'hypoglycémie. Certains peuvent ressentir des vertiges, des nausées ou des sensations de malaise. Alors, comment bien pratiquer le sport à jeun? Privilégier des séances courtes et modérées comme la marche rapide, le yoga ou du cardio léger. Éviter les efforts intenses comme la musculation lourde. Bien s'hydrater avant et après l'effort. Prendre un petit déjeuner riche en protéines après l'entraînement pour optimiser la récupération et éviter la fonte musculaire. Le sport à jeun peut être bénéfique pour la perte de graisse, mais il ne convient pas à tout le monde. Il est recommandé à ceux qui le tolèrent bien et qui pratiquent des exercices modérés. En revanche, si vous ressentez une grande fatigue ou des vertiges, mieux vaut éviter cette méthode. Dans tous les cas, écoutez votre corps et adaptez votre alimentation pour de meilleurs résultats. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Adaptez votre alimentation pour de meilleurs résultats. Merci à vous Sylvie Dédéou pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, retourne du côté de Elvic Ngbeto, mais cette fois-ci dans l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous. Elvic Ngbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, amis des Ateliers, bonjour à nouveau. Cornelia Laurence Lélé, née le 14 juillet 1997 à Cotonou, est une journaliste, réalisatrice et militante féministe béninoise. Originaire de Parakou, elle obtient son baccalauréat en 2014 avant de poursuivre ses études universitaires plus tard. En 2016, elle réalise son premier documentaire, Les Tam-Tams du silence, mettant en avant les géants tam-tams d'Agoni. L'année suivante, elle produit Blanc, Noir et Heureux, un film poignant sur la condition des albinos. Ce film reçoit plusieurs distinctions, dont le stylo de l'or du documentaire First Shot à Yaoundé en 2018 et est sélectionné dans des festivals prestigieux en Afrique et en Europe. En 2017, elle lance Écran Bénin, un blog dédié à la promotion du cinéma africain. En 2019, elle va encore en initiant le Festival international des films des femmes du Cotonou, mettant en lumière les réalisatrices de l'Afrique. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore Elvic Ngbeto pour l'artiste de ce matin. Chers internautes, place au Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dédéou. Grossesse précoce et avortement clandestin, échec parental ou manque d'éducation. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous.
Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors à l'entame, je m'adresse à vous. Elisabeth Iladia, quand on parle de grossesse prématurée, ça sous-entend quoi pour vous? Grossesse précoce, c'est généralement une grossesse qui survient chez une jeune fille de moins de 18 ans et qui n'est pas prévue. Et cette grossesse peut compliquer sa vie ou son avenir. Et avortement clandestin? Bon, moi je crois qu'un avortement clandestin, c'est un avortement qui est fait de manière illégale, sans supervision des professionnels de santé et qui peut mettre en danger la vie de la personne concernée. Êtes-vous du même avis que Elisabeth Sylvie pour les deux expressions à définir? Oui, je suis bien d'accord avec elle. Alors, quand on revient sur le sujet, grossesse précoce et avortement prématuré, est-ce un manque d'éducation ou échec parental? Bon, moi je crois que c'est un échec parental. Pourquoi? Parce que déjà, tout part de l'éducation. On parle de grossesse précoce, par exemple. Il faudrait que les enfants inculquent, en tout cas, des valeurs à leurs enfants. Par exemple, l'éducation. Si l'éducation est ratée, des valeurs à leurs enfants. Les parents inculquent des valeurs à leurs enfants. Si l'éducation est ratée au niveau des parents, alors c'est ça qui amène d'abord les grossesses précoces. Maintenant, quand on parle d'avortement clandestin, c'est que bon, l'enfant est déjà enceinte. Supposons que les parents, par exemple, de leur niveau sont tellement sévères que l'enfant en question n'a pas le courage d'aller vers ses parents et de leur dire « Bon, papa, je suis enceinte » ou « Maman, je suis enceinte ». Dans ce cas, l'enfant est obligé d'avoir recours à un avortement clandestin. Alors, Elisabeth, grossesse et avortement dans ce cas, est-ce un échec parental pour vous ou un manque d'éducation? Je crois plutôt que c'est un manque d'éducation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans d'autres familles, le sujet et l'éducation sexuelle, c'est comme un tabou en fait. Personne ne parle de ça. Même quand l'enfant commence à avoir ses menstrues, au lieu de l'appeler et puis de lui enseigner certaines choses, on ne le dit pas en fait. Donc en réalité, l'enfant n'est pas bien informé et puis l'enfant se jette juste dans la société comme ça. Et même à l'école, on croit peut-être que bon, il y a des programmes qui nous enseignent sur l'éducation sexuelle, alors qu'en réalité non, c'est pas vraiment l'éducation sexuelle en fait. Donc je crois que c'est un manque d'éducation, c'est pas un échec du côté des parents. Il y a des enfants qui sont bien informés, il y a des enfants qui sont bien informés et à la maison comme à l'école, mais malgré ça tombent dans ces panneaux-là. Je crois que quand vous avez peut-être raison, mais si on veut vraiment prendre ce cas, si on veut vraiment se diriger vers ce côté, je crois que quand on va prendre quand on va regrouper les filles qui sont bien informées à la maison et celles qui ne le sont pas, je crois que vous aurez plus de grossesse précoce ou d'avortement clandestin du côté des filles qui ne sont pas du tout informées. C'est-à-dire que le taux sera plus élevé du côté des filles qui ne sont pas vraiment renseignées ou qui ne sont pas vraiment informées. Parce qu'en réalité, quand tu es informé, tu sais dans quoi tu te jettes en fait. Tu sais à quoi t'attendre. Mais quand tu n'es pas informé, tu es un peu comme innocente. Pas vraiment innocente, mais ignorant aussi. Tu es naïf. Et Sylvie, est-ce que dans ces cas, ce n'est pas les filles elles-mêmes qui sont à la base de ces grossesses qu'on appelle prématurées? Je crois que ce n'est pas vraiment la faute des filles. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui éduque mieux ses enfants que les parents même. Si toi, parent, par exemple, tu éduques tes enfants par rapport au risque que ce dernier pourrait rencontrer, si elle allait au sexe prématurément, par exemple, je crois que tu aurais résolu au moins une majeure partie des problèmes de ton enfant. Mais en tant que femme, est-ce que vous écoutez tout le temps ce que les parents disent? On écoute, c'est vrai. La vérité. C'est vrai que les enfants de sont capricieux. Mais il y a des moments où on écoute les parents. Je crois que l'enfant est mieux éduqué quand il est encore dans l'adolescence, par exemple. Parce que dans l'adolescence, quand on te dit quelque chose, tu le suis. Il y a des parents, par exemple, bon, tellement ils sont sévères que même l'enfant n'arrive pas à écouter. Il faut la manière d'éduquer un enfant. Il faut comment parler à l'enfant, par exemple. Quand tu le fais avec bruit, c'est difficile pour l'enfant de t'écouter. Je crois plutôt que c'est dans l'adolescence que l'éducation devient un peu plus compliquée. Parce que là, l'enfant découvre son corps. Et puis l'enfant a des désirs, je ne sais pas trop, a des envies. Et que même ce que les parents disent à la maison, peut-être que tu écoutes, mais l'enfant n'applique pas en fait.
l'enfant écoute, mais dans la société, c'est une autre réalité en fait. C'est comme quelqu'un que tu vois maintenant, et une fille que tu vois, et le père met, attention, chien méchant, sur le portail. C'est-à-dire que le père est tellement sévère et que te dit que bon, tu ne pas fait ci, tu ne pas fait ça pour ne pas compromettre ton avenir, ta vie. Alors qu'en réalité, quand l'enfant sort de la maison, c'est toute une autre réalité en fait. Donc en réalité, je ne crois pas vraiment que le problème vient des parents. Ça vient de nous-mêmes en fait. Je suis d'accord d'un côté avec Elisabeth et c'est de là va survenir ma question. La femme ou les filles, déjà quand elles sont jeunes et on commence déjà l'étape, la fille commence déjà l'étape de la puberté et elle se fait déjà draguer ou se fait déjà désirer dehors. Quand ça met déjà, je ne parle pas des deux parents, quand la mère parle à la fille, lui donne des conseils, là elle a tendance à ne pas écouter. Je peux être même parfois insolente. C'est pourquoi j'ai bien dit ça dépend de comment les parents abordent la fille. Bon, il faut créer des liens. Il faut créer des liens avec vos enfants par exemple. Il faut avoir vos enfants comme des amis par exemple. Et quand il y aura n'importe quelle situation, ils vont s'asseoir. Moi par exemple, quand je veux parler à mon père, c'est sans tabou. Quand j'étais adolescente, je ne parle pas de quand j'ai eu après 18 ans, j'ai commencé l'université. Je ne parle pas de père, la relation fille-mère ou fille et maman. Mais on n'a pas besoin de parler forcément à la mère. Les deux sont nos parents. Non. Soit tu parles à ton père, soit tu parles avec ta mère. Tu discutes avec celui avec qui tu es plus proche. Quand on a eu une mère en vie, la fille a plutôt tendance à aller vers sa maman. Parce que c'est celle qui te ressemble et plus. C'est-à-dire physiquement. Alors que je crois que c'est toute la différence chez moi ça. Parce que moi j'ai plus la facilité à parler à mon père quand j'étais encore adolescente qu'à parler avec ma mère. C'était beaucoup plus facile pour moi d'aborder mon père. Il y a des situations où le père ne peut pas. C'est ça. Et puis même, il y a même des situations que quand tu vas voir ton père, il te dit carrément va voir ta maman. Parce qu'en réalité, ça dit que ça le dépasse pas vraiment que ça le dépasse au sens propre. Mais en réalité, il ne peut pas intervenir en fait. Pardon, si on prend par exemple le cas des règles chez la fille, chez la jeune fille, si déjà vous avez l'apparition de vos règles, vous ne pouvez pas parler de ça à votre papa. Si la mère n'a plus envie, si la mère n'a plus envie, si la maman n'est plus envie, tu es obligé de parler de ça à ton père. Bon, si la maman est envie. Bon, ça c'est... Il va vous apprendre. Ça, c'est un cas à part. Le premier jour, moi, j'ai trouvé mes règles, je pensais que j'étais blessée. J'ai dit à un moment, je me suis blessée, c'était tout. Donc, ça dépend au fait de... Je ne sais pas trop de qui était là en ce moment. Si c'était mon papa qui était là, ce jour-là, je crois que je lui aurais dit, papa, j'étais blessée. Sans savoir, sans avoir en tout cas l'idée que c'était les monstres qui étaient survenus en ce moment-là. Mais dans ce cas, finalement, il va vous dire d'aller voir votre mère. Ça veut dire qu'il n'aura pas le choix. C'est pas comme si il va vous accompagner sous la douche pour vous dire que fais ça alors que la maman est là. C'est impossible. Donc en réalité, je crois que c'est la personne à qui on ressemble physiquement, surtout physiquement. C'est à cette personne-là qu'on se confie. Donc la relation mère-fille, c'est vraiment importante. C'est vraiment important. Si j'essaie de rembobiner, d'aller un peu en arrière ce matin, Sylvie a parlé de il faut créer les liens. En tant que parent avec ses enfants, il faut avoir des méthodes pour éduquer, pour parler de ces sujets avec son enfant par exemple. Vous parlez de quelle méthode par exemple? Bon, tout ça dépend ça varie d'un parent à un autre. Moi par exemple, bon, déjà dès l'enfance, mon papa, je ne sais pas comment il a fait, mais je me sentais beaucoup plus en sécurité auprès de lui. Et peut-être qu'il y avait une situation qui avait souvenu quand j'avais entre 5 et 7 ans. C'est ce qui m'a fait avoir plus confiance en mon père. Et je sais que bon, quand je suis auprès de lui, je me sens plus en sécurité. Il est capable de me défendre en tout temps. Donc avec lui, c'était comme, disons, quand on dit un enfant, un ami, c'était lui mon ami dans le temps. Et même quand il était en voyage, des fois je dis à maman appelle papa, je veux discuter avec lui. Donc ce lien a été créé depuis le bas âge, depuis l'enfance. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de discuter avec mon père, de lui dire par exemple, papa, quand j'étais allée à l'école, il y a un garçon qui m'a envoyé une lettre. Pour moi, ça n'avait rien de tabou. Mais arrivé, par exemple, à l'université, pardon, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à mon père. Les filles ne se contrôlent pas, comme on le dit souvent, Elisabeth. Dans ces cas, les filles qui se font souvent contrôler de façon, comme vous l'aviez dit, chien méchant sur la porte, elles sortent de la maison, c'est l'école, elles quittent l'école, c'est la maison. On constate, force est de constater que c'est ces filles-là qui tombent souvent dans ce décor. Je crois que ces actions suscitent un sentiment de rébellion chez les filles en fait.
Parce que tu te dis que... du mal aux parents, c'est ça? Pas forcément, mais je crois qu'elles se disent que ce que tu m'interdis de faire et que tu es méchant avec, tu ne veux pas être gentil et en me le reprochant, je vais le faire, je vais pas. Ce que tu vas faire après, en fait, c'est un peu ça, surtout dans l'adolescence. Les enfants ont un peu tendance à être, je sais pas trop, mais un peu plus insolents en fait. Parce qu'en réalité, si tu veux vraiment éduquer une adolescente, je crois que tu serais vraiment, la personne doit vraiment avoir une manière très simple. Pas... Et qu'en est-il de l'avortement clandestin? Dans ces genres de cas, vous avez éduqué votre enfant, vous avez tout fait pour qu'elle ne tombe pas enceinte déjà sur les bancs. Mais ça arrive, elle tombe enceinte sur les bancs. Comment, pour gérer ce problème, on décide voilà, de faire avorter cette fille? Non, en fait, quand les parents décident de faire avorter cette fille, ça c'est un autre cas à part. Quand on parle d'avortement clandestin, par exemple, c'est que la fille elle-même, sans rien dire aux parents à la maison, essaie de vivre dans la nature en fait. Je comprends l'avortement clandestin. On parle toujours de l'éducation. Oui. On parle toujours des parents. Qu'ils ont échoué ou pas. Bon, on dit souvent le mal est déjà fait. Voilà. La fille elle est tombée enceinte et les parents ont décidé eux-mêmes de faire avorter cette fille. Bon, je crois que ça c'est une décision que les parents ont prise. Et après, mettre une réflexion. Parce qu'en réalité, bon, je ne sais pas trop, peut-être que la situation à la maison est déjà très tendue ou déjà pas très vivable et que peut-être que l'enfant est tombé enceinte d'un vaurien. Désolé pour le thème, mais il y a vraiment des garçons qui ne sont pas responsables. Et puis, peut-être que l'enfant est tombé enceinte d'un garçon qui n'est pas vraiment responsable en fait. Qui peut devenir responsable? Non. Et puis les parents se disent que vaut mieux ne pas faire truc là et ne pas mettre l'avenir de la vie de la fille en danger. Parce qu'en réalité, il y a de ces garçons qui ne sont pas vraiment responsables et puis c'est après l'accouchement qui vont venir encore te créer des problèmes. Sinon, il y a des parents... Vous êtes d'accord avec... Moi, je crois que c'est plutôt une mauvaise décision que les parents décident de faire avorter un enfant. Parce que moi, je crois que la leçon donnée à l'enfant, quand l'enfant tombe enceinte et vient à la maison avec la grossesse, il faut apprendre à cette fille le sens de la responsabilité. Tu contrains l'enfant à garder la grossesse et à aller au cours en kaki là, dans la grossesse. Je crois que si elle le fait jusqu'à accoucher et genre la honte de ses camarades et en tout cas le fait qu'on lui dise mais tu es tombée enceinte et tout là, ça va vraiment l'éduquer quoi. Si on lui dit de tomber encore enceinte sur les bancs là, je crois qu'elle ne va pas accepter. Écoutez, il faut accepter, le temps est presque écoulé, Elisabeth. Permettez-moi de dire une seule chose. Ok, bon, pour finir, je dirais que en réalité, cette méthode, je ne sais pas trop, la fille aura honte sur les bancs, c'est carrément faux. Parce qu'il y a des filles qui sont vraiment rebelles. Moi, j'ai eu une camarade quand elle était en seconde, elle était tombée sur les bancs, elle n'a jamais regretté. Et même si c'est à refaire, je suis sûre qu'elle va encore le refaire en fait. C'est pas vraiment une méthode. C'est peut-être la phase qu'elle... Je te dis que la fille, ça, elle n'a jamais posé de problème. Au contraire, son caquet devient encore plus court. Ça devient encore plus courte. Donc en réalité, je ne crois pas que c'est vraiment une méthode. Parce que mais je crois que c'est vrai. On peut décider de faire responsabiliser l'enfant en fait. L'enfant prend ses responsabilités. Ça aussi c'est bien. Mais en réalité, il ne faut pas vraiment utiliser des méthodes qui font truc là, qui vont encore pousser l'enfant à plus de rébellion en fait. Donc pour finir, je dirais que la grossesse précoce comme l'avortement clandestin, c'est une question d'éducation en fait. Quand on éduque mieux, et les filles, ça arrive rarement de voir ces cas-là. Sylvie, un mot pour... En tout cas, je vais revenir sur ce que Elisabeth a dit. Si l'enfant est rebelle, c'est l'une des raisons pour laquelle il faut l'obliger à garder la grossesse. Parce qu'un enfant rebelle, par exemple, à qui on fait avorter une première fois, mais l'enfant se dit, bon, c'est une ouverture, donc si je tombe enceinte une nouvelle fois, on me fait avorter. Elle risque d'avorter plusieurs fois, même 5 fois. Pourquoi pas plus que ça? Moi, je connais des filles, par exemple, à qui, quand on était en classe de 4e, qui ont avorté 5 fois quand on était en classe de 4e dans le temps. Mais qui le font tout le temps. Donc, si on l'avait obligée à garder au moins une seule fois, là, elle saurait au moins, en tout cas, la douleur de l'enfantement et tout. Ça va l'obliger à réfléchir autrement. Jeune maman, ça va l'obliger à réfléchir. Oui. Mais on dit souvent que l'avortement, l'éducation, c'est... Bon, les parents essaient. Les parents, ils font tout pour faire éduquer les enfants. Mais c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance que l'enfant comprenne ce que les parents disent. C'est une chance. On dit les parents efforcent, mais Dieu donne. Merci à vous. Et Elisabeth d'abord, Elisabeth Iladia. Merci à vous, Sylvie Zedon. Merci à toutes les deux d'avoir pris part sur le plateau. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Fona Souba.
de ce jeudi. Merci d'être resté jusqu'au bout et bon début de journée à tous.